Bienvenue pour ce webinaire un peu particulier, comme on les aime bien au sein d'Averix, des discussions franches, mais en même temps expertes et spécialistes sur des sujets qui nous passionnent, ces systèmes émergents et non conventionnels. Quelques éléments en termes de fonctionnement de ce webinaire. Vous êtes toutes et tous en mode muet, c'est volontaire pour que vous puissiez vous concentrer sur la préparation des échanges en fin de webinaire. Donc vous avez une zone qui est une zone de questions-réponses qui est en bas à droite. Ici vous avez un slide en anglais encore une fois, mais vous devez trouver la partie Q et R qui vous permet de poser des questions. N'hésitez pas à les poser dès le début, hein, encore une fois, au fur et à mesure. Un point important, c'est que nous répondrons au fur et à mesure des questions posées. Donc première question posée, première question répondue. Il est possible que l'on ait des questions qui ne soient pas répondues, donc on les traitera après coup. Nous ferons aussi des sondages. C'est assez sympa de faire des sondages dans Zoom. Ça nous permet tous d'échanger et puis aussi de mieux comprendre quelles sont vos attentes et vos besoins. Les slides seront aussi disponibles sur demande. Certains éléments ne seront pas intégrés, encore une fois, parce qu'ils doivent rester confidentiels. Donc, nous vous remercions de votre compréhension pour ça. Si vous avez des questions aussi en bas, vous avez l'adresse email où nous écrire à webinars@averix.com. Quelques points très brefs aussi, on adore les webinars et les échanges sympathiques, donc un petit code de conduite qui est tout simple, des échanges sympathiques, pas de bousculade ou quoi que ce soit, enfin là on est assez formel sur ces choses-là, c'est pas l'objectif encore une fois, mais c'est vrai qu'on tient à garder les choses les plus sympathiques possibles. Alors, vous l'avez vu, nous sommes dans l'épisode numéro 2 aujourd'hui. La semaine dernière, on parlait déjà des systèmes émergents et non conventionnels et on s'est posé la question, critères d'acceptabilité de tous ces engins autonomes, comment est-ce que ça peut fonctionner? La question la semaine dernière, c'était comment est-ce que le MAS peut contribuer à accélérer l'acceptabilité des véhicules autonomes. Le replay est disponible dès ce soir pour le premier épisode sur la chaîne YouTube. On s'est posé la question sur quels étaient les bons leviers, leviers et critères, et on a eu des anglophones qui nous ont fait sourire en nous disant après ça, bon, vous avez plein de projets en France, c'est génial, des cas d'usage urbain, périurbain, en banlieue, ruraux, vous allez avoir les Jeux Olympiques à Paris. À un moment donné, on a parlé de Sam, Evra et Ena, ils nous ont dit Sam et Evra dans les questions, à un moment donné, c'était assez marrant. Bon, ils nous ont dit, bah, après, qu'est-ce qui se passe, hein, qu'est-ce qu'on doit attendre? Et donc, c'est pour ça que nous, dans notre démarche, l'objectif est d'essayer de rendre les choses les plus accessibles possibles et surtout d'utiliser parfois des métaphores. Ici, un arbre qui nous permet de se poser la question sur précédemment, quand on veut accepter les véhicules autonomes, qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce qu'on fait actuellement? C'est le maintenant et dans le futur. Dans le futur, on va avoir des critères de réalisation, d'acceptabilité, d'adoption qui doivent être enracinés. C'est la partie basse de l'arbre. On doit nourrir cet arbre avec de la sève pour être sûr qu'on est branché vers les bons critères de réalisation. Et il y en a de nouveaux qui sont de plus en plus étudiés. C'est pour ça qu'on a souhaité vous permettre de rencontrer Fanny Paris pour discuter tous ensemble de la problématique de l'anthropologie, quand on se pose la question sur est-ce qu'un jour les humains et les véhicules autonomes vont finir par s'accepter mutuellement, ça peut sembler complètement de la science-fiction et utopique. C'est absolument pas le cas, on va le voir ensemble tout à l'heure, mais juste avant ça, quelques éléments d'introduction. Je pense que vous avez tous vu les dernières nouvelles qui sont malheureusement malheureuses. Dimanche dernier, encore une fois, un accident mortel, 2 personnes qui sont mortes dans une Tesla, véhicule automatisé qui a une fonction d'autopilote. Le problème, c'est qu'a priori, il n'y avait pas de conducteur à bord. Et donc, on voit bien que de plus en plus, on commence à adopter les systèmes automatisés. On commence à avoir une forme de symbiose. En revanche, on n'en est pas encore là et ça joue aussi beaucoup sur l'adoption, l'acceptabilité. Quand on parle de mort, on parle de risque, on le verra ensemble un petit peu plus tard, mais c'est important de garder ça en tête aussi. Les nouvelles viennent impacter régulièrement l'adoption, l'acceptabilité. Et donc la question, c'est l'anthropologie dans tout ça. Si on remonte un petit peu dans le temps, il y a à peu près 1,6 million d'années, l'homme découvrait le feu. Il y a 40 000 ans, on le maîtrisait de mieux en mieux, on le maîtrisait extrêmement bien. Et aujourd'hui, en fait, il faut y penser, il faut le garder en tête. On a une symbiose aussi, on maîtrise tellement bien le feu qu'on maîtrise le feu nucléaire. C'est plus de la science-fiction, mais c'est pris en compte aussi avec l'anthropologie, et ça fait partie de l'évolution de l'être humain. Alors, un premier pic, on l'a vu tout à l'heure, un pic sur la maîtrise du feu, et ici, on va plus rentrer dans la problématique véhicule autonome. Vous l'avez vu, depuis à peu près 15 ans, on a plein de termes qui sont différents pour parler de véhicules automatisés, de véhicules sans chauffeur. Et donc ici, on a repris en fait ce que Google nous propose quand on regarde dans Google Trends.
À quel moment on va retrouver un pic d'intérêt ici sur ce que vous avez en anglais qui s'appelle les self-driving cars. Donc ça, ce sont les véhicules qui se conduisent seuls. Juste en dessous, ce sont les véhicules autonomes, les véhicules automatisés et les véhicules sans chauffeur. Et c'est là où on va commencer à travailler un petit peu ensemble aussi, parce que c'est un interview qui doit être sympathique, et donc on va vous mettre à contribution. On va lancer un premier sondage pour vous poser la question suivante. Premier sondage qui est, selon vous, quel phénomène explique le pic d'intérêt de la courbe que vous voyez ici à droite avec la flèche rouge? Est-ce qu'il s'agit de pics d'attente exagérés? Est-ce qu'il s'agit des expérimentations de Google et Waymo avec des vélos? Est-ce que c'était bien en 2018? Est-ce que c'est Steve Mahan qui a été le premier non-voyant à être transporté dans un véhicule autonome Google Koala? Est-ce que ce sont les employés de Google qui ont démissionné pour aller chez Uber? Ça fait beaucoup de bruit. Est-ce que c'est Amazon qui a investi dans la plateforme véhicule autonome Zoox, startup qui est bien financée maintenant? Est-ce que c'est le décès de la piétonne Hélène Herzberg qui est dû à un test malheureux de véhicule autonome où le système ne l'a pas reconnu? Est-ce que c'est le DARPA Challenge, qui est la compétition américaine sur les véhicules sans chauffeur, qu'ils organisent régulièrement? Ou est-ce que c'est le CNES, l'ESA et la NASA qui ont commencé des tests véhicules autonomes pour préparer les missions sur Mars? Vous l'avez vu, on commence à avoir des robots sur Mars aussi. Allez-y, prenez votre temps, hein, on va travailler ensemble et débriefer sur ce premier sondage. Et vous allez voir, c'est assez intéressant de voir comment les médias, les informations influencent notre relation aux véhicules autonomes. Alors, ce que vous nous dites, c'est assez intéressant. C'est deux ex-aequo, c'est le pic des attentes exagérées. Vous savez, la fameuse courbe Gartner, à un moment donné, des attentes qui sont extrêmement élevées, avec en parallèle, en deuxième résultat, le décès de la piétonne Hélène Herzberg. Et bien, c'est ça hein, le pic d'intérêt pour les véhicules autonomes, c'est le décès d'une personne. C'est ce véhicule Uber dans un Volvo XC90 où on a deux défaillances, une défaillance système et une défaillance aussi de la personne qui conduisait, qui était une dame, qui a été poursuivie en justice aussi pour cette faute. Voilà, donc c'est extrêmement important, vous voyez, de suivre ces tendances et parfois de ne pas se laisser prendre par des biais cognitifs, et vous le verrez en termes d'évolution, il y a beaucoup de critères à prendre en compte. On va continuer, vous le voyez ici, ce qui est assez intéressant, c'est de se dire que de plus en plus, quand on travaille sur des transports, sur les systèmes qui sont émergents non conventionnels, on parle de plus en plus de termes qui sont assez étranges, on l'a vu ensemble, mais de plus en plus aussi, on commence à parler de termes de contrat. Et il y a plein de choses qui nous interrogent, qui font partie aussi de l'évolution humaine. Technologie sans conducteur, autonomie, automatisation, véhicules connectés, et aussi par exemple FAD. En français, quand on parle de FAD, on parle de formation à distance. Les anglophones, eux, ils parlent de Fully Automated Driving. Donc vous le voyez, on commence aussi à toucher sur la problématique qui est anthropologique, comment est-ce que l'humain réagit à des terminologies que l'on crée nous-mêmes. On vient sur ce que beaucoup d'entre vous connaissent par cœur, mais qui a lui aussi évolué, le standard véhicule autonome. 5 standards, plutôt 6, parce qu'on a un niveau 0. La plupart des acteurs dans le monde travaillent sur le niveau 2, niveau 4, ou niveau 3, on doit encore conduire. Mais vous le voyez, c'est ça qui est important aussi à mesurer, c'est qu'au départ, on avait 5 niveaux. Il n'y avait pas 6 niveaux. Et donc, vous voyez que les choses évoluent. Peut-être qu'on aura encore un 6e niveau de compréhension sur véhicule autonome, ça marche comment. Alors, sans plus tarder, on va bientôt passer la parole à Fanny, mais vous le voyez ici, les questions à se poser quand on parle de véhicule autonome, c'est penser aussi évolution et aussi jugement. Si vous voyez ces deux visuels ici, à droite, une expérimentation véhicule autonome qui se passe au Japon, dans le village de Kamikoani. Là, c'est Yamaha qui teste des véhicules autonomes sous la neige avec des technologies qui sont mixées avec des personnes âgées et en les faisant payer. C'est assez intéressant d'un véhicule qui est complètement autonome. Et à gauche, ça c'est plus intéressant, c'est aussi d'actualité. On a vécu en France un événement climatique dramatique la semaine dernière, le gel pour nos arboriculteurs et aussi pour les viticulteurs. Et évidemment, je pense que dans le jugement, il est fort probable qu'on préférait avoir des robots qui pourraient protéger nos vignes en France, on adore le vin, plutôt que de se dire qu'il faut transporter des gens avec des véhicules autonomes. Les deux peuvent se croiser, mais dans l'évolution humaine, dans l'anthropologie, on a plein de questions à se poser. Alors sans plus tarder, Fanny, bienvenue de nouveau. Merci beaucoup de nous accorder ce temps pour ce webinaire. Je vais vous laisser vous présenter, puis on va commencer à vous poser tout plein de questions passionnantes. Bonjour à tous, un grand merci de m'avoir invité pour cet événement. Donc,
Vous l'avez compris, je m'appelle Fanny Parise, je suis anthropologue. J'ai la spécificité d'avoir une double casquette. Je suis à la fois chercheur associé à l'Université de Lausanne où je mène des études sur l'évolution des modes de vie, de la consommation, de la vie quotidienne. Et à côté de ça, ça fait un peu plus de 10 ans que j'accompagne notamment des industries qui se posent des questions, à la fois pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer actuellement, mais également pour se projeter différemment dans demain et même dans l'après-demain. Et ce qui est intéressant, comme vous allez le voir, c'est qu'avec l'approche anthropologique, l'avenir, le futur, quel que soit le nom qu'on lui donne, on va le concevoir comme un phénomène culturel à part entière. Oh là là. Bon, Fanny, on a commencé très tôt à travailler sur les véhicules autonomes en se disant, un peu comme les machines, hein, historiquement, il faut avoir une approche sociologique, ça va avoir des impacts sur l'économie, est-ce que ça va créer des emplois, est-ce que ça va en détruire? C'est quoi la différence entre anthropologie et sociologie? Alors ça, c'est la question à 1 million qui est nécessaire effectivement pour savoir d'où on parle et comment on analyse le réel. Donc, avant de répondre à cette question-là, on va faire un petit détour et un essai de définition. Ce sera la seule, je vous le promets, enfin presque, pour essayer de comprendre déjà qu'est-ce que l'anthropologie et comment elle se différencie ou non de la sociologie. Donc, l'anthropologie, c'est quoi? De manière très simple, ça va être l'étude de l'homme et des sociétés à travers le monde et également à travers le temps. Et ce qui est assez intéressant, c'est que l'anthropologie, elle s'est construite par la mise à distance de soi et de l'autre. Et c'était le principe du regard éloigné qui vise à mieux se comprendre par la découverte des différences entre les cultures. Et de manière assez triviale, l'anthropologie va s'atteler à mettre en tension la diversité des cultures au prisme de l'unité de l'homme. Progressivement et même très rapidement, cette science du lointain est devenue celle du proche, faisant de nous non plus des bons sauvages, mais de nouveaux sauvages. Et en acceptant le fait qu'on est tous le sauvage de quelqu'un et face à la pénurie, en quelque sorte, de terres vierges à explorer, le 21e siècle a conduit les anthropologues à étendre leur champ d'investigation, à explorer différents niveaux de réalité qui peuplent désormais notre quotidien. Donc, c'est quoi ces niveaux de réalité? Ça va être la vie réelle, c'est-à-dire tout ce qui va se passer dans la vie physique, mais également la vie digitale. Donc, l'extension de nos interactions physiques dans les réseaux sociaux, mais également maintenant tout ce qui va se passer dans la vie virtuelle, c'est-à-dire la création d'une vie réelle, en quelque sorte, au sein de mondes virtuels comme les métaverses. Et en fait, la porosité de ces univers va interroger le devenir de notre vie en société, mais également celui de notre humanité. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ces questionnements sont un petit peu omniprésents dans notre société, mais qu'on n'a pas forcément de réponses qui sont fiables actuellement, si ce n'est dans l'univers justement de la fiction, où on va voir se développer un certain nombre de dystopies et notamment des récits post-apocalyptiques. Et pourquoi elles sont intéressantes d'un point de vue anthropologique? Parce que ce sont des histoires qui sont à la fois libératrices, politiques et porteuses d'espoir. Ces récits, en fait, ont un principe qui est toujours le même, quelle que soit l'intrigue, c'est de faire table rase du monde actuel sur lequel nous n'avons plus aucune prise et sur les décombres du passé, on imagine la possibilité d'un monde meilleur, c'est-à-dire l'opportunité d'une deuxième chance. Et si maintenant Voilà. on en vient enfin et quand même à l'anthropologie et à la sociologie, comme vous l'avez compris initialement, l'anthropologie c'était une science du lointain et on opposait à cela la sociologie qui était une science du proche, du quotidien et de ce qui peuplait nos sociétés occidentales. Objectivement, depuis la deuxième moitié du 19e siècle, il n'y a plus vraiment de différence entre la sociologie et l'anthropologie. Ça va plus être une guerre de chapelle en fonction de où on a été formé, des auteurs et des méthodologies que l'on mobilise. Merci, merci. Je crois qu'on va avoir des questions assez pointues aussi. C'est vrai, c'est très intéressant. Merci. Écoutez, passons à la suite alors. Donc là, l'idée, c'est de se dire comment on va encore plus loin, parce que c'est bien de s'intéresser au récit, à la fiction et aux imaginaires, mais l'idée, c'est de se dire comment la fiction peut-elle ou non nous aider à anticiper le futur. Et pour cela, en fait, il y a une branche de l'anthropologie qui se développe, qui s'appelle l'ethnofuturisme, où on va avoir des outils qui sont notamment tout ce qu'on va appeler l'ethnofiction et qui vont nous permettre d'accompagner, d'un point de vue anthropologique, des réflexions stratégiques dans le futur. Donc, c'est quoi l'ethnofiction? Ça va être la mise en scène d'un ensemble de conjectures. Donc, là-dedans, on va considérer tout ce qui va être technologique, économique, politique, écologique, anthropologique, etc. Et de spéculation faites à partir de savoirs accumulés par les sciences humaines et sociales afin de proposer des univers qui vont être potentiellement souhaitables ou non pour demain. Et pourquoi ça va intéresser les industriels et les professionnels
de manière plus large, c'est parce que l'imaginaire va être exploité en tant qu'espace propice à globaliser des inventions. Et ça va être une sorte de placement de produits avant l'heure. Et pourquoi l'anthropologie va-t-elle s'intéresser à ça? C'est parce que on va interroger notre réalité pour avoir en quelque sorte une meilleure compréhension du réel. Et si on essaye de rendre ça un petit peu plus pragmatique, parce que comme vous vous en rendez certainement compte, on a un petit défaut en anthropologie, c'est qu'on a tendance à être scientifique et qu'on donne beaucoup d'informations en très peu de temps. On peut se dire que grâce à l'anthropologie, on va interroger les futurs pour une meilleure compréhension du réel grâce à la création de fictions qui, cette fois-ci, vont être anthropologiques. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que la fiction, en fait, elle est omniprésente dans nos vies et même dans l'histoire de l'humanité. Elle se doit d'enchanter notre quotidien pour l'expliquer et le rendre en quelque sorte plus acceptable. Il s'agit en fait de la fonction traditionnellement dévolue aux mythes qui évolue en fonction des sociétés dans lesquelles ils sont mobilisés et de leur époque. Et en fait, en imaginant l'avenir, ces fictions vont capter l'esprit de leur époque, souvent par l'intermédiaire actuellement de dystopies ou de scénarios catastrophes. Et en fait, cette fonction de médiateur qu'on va donner à la fiction ou au mythe dans l'ethnofiction, ça va permettre de rendre le monde plus familier en traduisant les contradictions, en quelque sorte, que les individus perçoivent de leur quotidien afin de les rendre cohérentes. En d'autres termes, on va donner un sens global au chaos que l'on observe. Et comme vous le voyez, avec la visualisation qui est projetée, l'idée, c'est de switcher un petit peu nos manières de penser, ne plus penser en termes de dichotomie, c'est-à-dire fiction, réalité et présent-futur, mais en termes croisés. Et avec cette approche-là, l'idée, c'est de se dire que le présent va être différent de la réalité et que le futur n'est pas forcément de la fiction, mais qu'il va avoir une incidence dès aujourd'hui sur nos actions par rapport à notre capacité à se projeter dans un avenir à travers des scénarios plus ou moins probables. Ah, vous nous donnez plein de pistes de réflexion complémentaires pour arriver à la réalisation, l'acceptabilité des véhiconomes. C'est assez impressionnant quand même de se dire que bon, bah, l'être humain évolue, on arrive maintenant à des développements technologiques qui sont tels qu'on n'est pas si loin que ça de la science-fiction, en tout cas on y arrive très vite. Exactement, on y arrive très vite. C'est là où c'est un petit peu compliqué, c'est que dans nos sociétés, on va avoir un brouillage des frontières entre les trois piliers de l'imaginaire, le rêve, le mythe et la fiction. Et au final, on va être bercé dans un quotidien fait d'évolution technologique, sociétale, mais d'un autre côté, d'imaginaire, de science-fiction qui nous submergent au quotidien et qui viennent hybrider notre perception à la fois de cette réalité technologique, mais également de nos fantasmes et même doter de certaines caractéristiques des systèmes techniques intelligents qui n'ont pas forcément autant d'intelligence que ça, mais avec notre imaginaire, on va leur projeter beaucoup plus d'intention et ça complique effectivement à la fois les processus d'acceptabilité, mais également la mise en place d'expériences dans le quotidien des individus. D'accord, extraordinaire. Poursuivons. C'est assez Alors, intéressant quand on compare avec ce qu'on a vu précédemment. Allez-y, allez-y, parce que là, ce sont des thématiques qui sont extrêmement importantes en termes de critères justement liés à l'acceptabilité, qui sont encore aujourd'hui parfois souvent oubliés. bah, évidemment, parce que l'idée, c'est de se dire, on va comment, avec le futur, la fiction et surtout le prisme de l'anthropologie, on peut arriver à déconstruire ou à identifier différemment certaines frictions, certaines tensions qui paraissent indépassables, mais qui, pour autant, en fait, sont assez normées dans la vie des individus, et ça, quelle que soit la société. Donc, en fait, pour cela, on peut mobiliser, comme je le fais, en fait, des invariants anthropologiques. Les invariants anthropologiques, c'est quoi? Ça va être des cadres de pensée qui vont être partagés, présents dans toutes les cultures et à toutes les époques. Ils vont être nécessaires à la vie en société. Ils vont agir sur nous sans qu'on nous sachions, mais ou que nous n'en ayons vraiment conscience. Mais en fait, c'est hyper important sur des projets d'innovation de rupture comme ça, parce que mettre au jour ces invariants, c'est élucider en quelque sorte l'ordre caché des choses, mais c'est également jouer avec les futurs ou même se jouer d'eux. Là, vous voyez qu'à l'écran, il y a les 10 invariants anthropologiques que je vais mobiliser à chaque fois qu'on va réfléchir sur cet avenir et sur ce futur. Donc, je vais vous faire une rapide définition de tous ces termes pour que vous puissiez voir à chaque fois quelles sont les briques qui vont participer à construire à Merci, la fois le merci. quotidien de l'individu d'un point de vue individuel comme collectif.
Donc le premier, en fait, c'est les rites ordinaires. C'est les salutations ou les routines quotidiennes. En gros, c'est le fameux métro boulot dodo qui vont nous permettre d'entrevoir l'impact en fait de notre modernité à chaque fois qu'on va avoir un changement qui vienne de nous, qui vienne de la société. Le deuxième, c'est ce qu'on va appeler le small talk. C'est toutes les petites discussions en apparence anodines qui nous permettent de créer du lien avec les autres et qui nous amènent à questionner la notion d'appartenance et de communauté de destin dans une société en pleine évolution comme la nôtre. Le troisième, c'est le risque, un invariant qui est hautement important Oui. pour notre thématique et qui va s'intéresser à l'identification des risques en fonction d'une culture et comment on va avoir des réponses pour pouvoir gérer ou minimiser ce risque. Ensuite, on a l'alliance, donc ça va vraiment être les stratégies d'entre-soi qui vont permettre de créer du lien et à la société et aux différents groupes sociaux de se reproduire. Ensuite, on a les cérémonies, donc par exemple les rites de passage pour les plus connus, qui vont donner un sens nouveau au quotidien et à la vie en société. Et au final, on se rend compte que les marchandises, les objets, les services ou les expériences vont être des bons marqueurs de changement et qui vont nous permettre de nous intéresser à ces cérémonies, qu'elles soient exceptionnelles ou plus quotidiennes. On a également toutes les notions d'échange, d'économie, de circulation autour de la notion de don et de contre-don et qui là nous interroge énormément dans une période où nos modèles de société sont questionnés et posent question. Ensuite, on a tout ce qui va être lié à l'honneur. Donc là, c'est de se dire comment une société, des groupes ou des individus vont mettre en place des stratégies pour assurer leur dignité, mais également celle des autres et surtout permettre un vivre ensemble qui respecte la majorité des personnes en société. Ensuite vient la morphologie sociale, également un invariant qui est très intéressant pour notre sujet. Et là, en fait, on va vraiment s'intéresser à l'organisation de la société, à comment une évolution technologique ou sociétale va avoir un impact sur la manière de concevoir les villes, mais également l'infrastructure routière, etc. À quoi va ressembler, en gros, demain, notre environnement immédiat ou un petit peu plus lointain, qui nous amène au neuvième invariant qui est l'environnement. Et là, en fait, on va vraiment questionner le rapport homme-nature, le rapport de l'individu avec la mort, avec la peur, avec toutes ces angoisses de manière plus générale. Et enfin, le dixième, c'est la croyance, qui est un petit peu le premier en anthropologie. Et là, on s'intéresse au sens, à la manière que l'individu et que les hommes, de manière plus générale, ont de se percevoir dans le monde et comment des entités technologiques peuvent être perçues. Un petit peu Fanny, plus en détail. une Oui, question très pardon. brève ici. Vous parliez d'environnement, on est en plein dans les Ouais. débats sur le réchauffement climatique. Vous le prenez en compte aussi dans vos réflexions avant qu'on passe à des choses peut-être plus concentrées sur la partie véhicule autonome. Je m'interroge sur l'environnement. Alors, bien évidemment, ces 10 invariants, en fait, sont éminemment stratégiques et doivent être tous pris en compte en fonction à la fois du contexte. Et un contexte, on entend une culture, une société à un moment donné. On va mettre en tension à la fois les signaux faibles comme les tendances beaucoup plus structurelles qui sont en train d'impacter la société. Et avec toutes les problématiques environnementales et de responsabilité qui incombent aux entreprises comme aux usagers par rapport à cette notion environnementale, elle devient de plus en plus centrale, on va le dire, dans les recherches, parce que faire l'impasse à l'environnement, c'est faire l'impasse aux problématiques des individus, sachant qu'on va construire des scénarios à travers deux imaginaires principaux du futur qu'on n'a pas choisis au doigt mouillé, mais qui correspondent aux centres d'intérêt principaux des individus aujourd'hui sur le futur, qui sont à la fois celui de la démesure technologique, mais également celui de l'effondrement climatique, où on se projette dans un monde où effectivement l'environnement aurait un autre rapport avec nous et engendrait également un nouveau rapport avec la technologie. D'accord, merci. Waouh. Donc, plus spécifiquement, en fait, il y a quatre invariants qui nous semblent assez clés pour pouvoir effectivement amener le débat et questionner la mobilité autonome. Donc, c'est le risque. Donc là, clairement, c'est de se dire comment la peur des accidents, comment effectivement rendre possible ces dispositifs à grande échelle et de manière commune et partagée au quotidien, va engendrer de choisir, de sélectionner certains risques et quelles sont les réponses
culturelles, technologiques, réglementaires qui vont être abordées. Et derrière, c'est aussi la notion de liberté, parce que d'un point de vue anthropologique, on a toujours une tension entre l'espoir d'atteindre le mythe du risque zéro et du coup d'abolir les risques. Mais si on abolit vraiment ces risques-là, quelle place reste-t-il à la liberté de se déplacer, de choisir ou non un dispositif? Donc on est toujours dans cette grande tension. Le deuxième invariant, c'est celui de l'honneur. Donc derrière, en fait, ça va être toutes les réflexions et les dilemmes à la fois éthiques et moraux qui entourent la mobilité autonome et qui sont au cœur des débats et qui, comme on le voit à travers certaines études internationales, en fonction de la culture et du pays, ça ne va pas forcément être les mêmes points d'intérêt au niveau de la morale qui vont être mobilisés par les individus. Donc comment on arrive dans une société de la globalisation à créer des particularités ou des communautés de moralité pour rendre socialement et anthropologiquement acceptables ces véhicules. Le troisième, ça va être la morphologie sociale. Donc, très classiquement, ça va être l'impact de tout ce qui va être véhicule autonome sur les axes routiers, l'organisation de la vie sociale, de la famille, à quoi ressembleraient nos villes et nos vies quotidiennes. Et enfin, la croyance. Quel sens donner à tout cela? Comment les individus vont percevoir cette intelligence qu'on va mettre dans ces véhicules ou à l'inverse, ne pas la percevoir? Quel va être l'impact des interactions homme-machine, mais également des interactions entre les individus en fonction de la perception que l'on va avoir de l'intelligence et de l'expérience que l'on va créer par rapport à toutes les peurs actuellement qui modèlent aussi cette acceptabilité, notamment autour de la perte d'emploi et tous les fantasmes, comme je vous le disais précédemment, qui sont liés à ces imaginaires qui vont être déployés dans la science-fiction depuis maintenant plusieurs décennies. D'accord. Alors peut-être, parce que là, on a eu quand même beaucoup de choses, hein. Il y a des questions qui commencent à arriver aussi, les invariants, pourquoi les invariants? Là, on applique quatre réflexions d'invariants sur les véhicules autonomes. On va peut-être lancer un petit sondage aussi pour mesurer auprès des participants ce qu'ils estiment être les invariants anthropologiques les plus impactants pour l'acceptabilité des véhicules autonomes. Est-ce que c'est l'honneur? Vous nous en avez parlé, c'est vrai que ça semble important. La morphologie sociale, vous allez loin. Vous nous dites que ça va jusqu'à une réflexion d'urbanisation, d'infrastructure. La croyance ou le risque? Prenez votre temps encore une fois pour répondre. Ce sera intéressant qu'on puisse regarder les résultats tous ensemble. Eh oui, ce qui sort en premier, c'est le risque. Euh, c'est particulier. Troisième, c'est la croyance. C'est assez intéressant. Morphologie sociale, oui. L'honneur, pratiquement pas. Fanny, votre analyse, le risque, encore une fois, on l'a vu, bon, les breaking news, il y a encore eu des morts. On est très, très concentré sur un risque que nous, jusqu'à maintenant, on avait analysé comme étant un risque technologique, défaillance d'un capteur. Comment est-ce que vous voyez ça, vous? Aujourd'hui, de manière générale, en fait, la question du risque est omniprésente dans nos sociétés. D'une part, par rapport à la situation si particulière qu'on vit actuellement, mais également par rapport à un certain nombre d'injonctions avec lesquelles on va devoir composer au quotidien, où on doit éviter les risques à tout prix, que ce soit dans l'alimentaire, que ce soit dans la vie quotidienne, que ce soit dans le rapport aux autres. Donc, c'est normal que ce risque-là ressorte de manière aussi forte. Et puis, il y a aussi quelque chose, c'est que quand on s'intéresse aux imaginaires et notamment aux imaginaires qui sont dominants actuellement, on est quand même dans des futurs qui ne sont pas forcément très positifs, qui sont perçus comme relativement anxiogènes. Et du coup, c'est assez logiquement qu'en plus de l'actualité et des derniers événements liés à la mobilité autonome dont vous avez parlé tout à l'heure, que le risque soit aussi prédominant. Puis après, j'ai tendance à dire attention, parce que le risque, c'est un petit peu aussi une obsession de nos sociétés modernes où on veut le réduire au maximum. Mais réduire ou abolir le risque va conduire à d'autres formes de réalité qui sont pas forcément beaucoup plus sympathiques. Donc, c'est plus un équilibre à trouver par rapport à ça. Et puis ensuite, sur tout ce qui va être morphologie sociale et croyance, en fait, je pense que c'est vraiment ces données-là qui sont clés parce que penser la mobilité autonome, c'est forcément repenser à la fois nos villes et la perception que l'on va avoir et l'intention que l'on va donner à ces objets-là et qui vont être hyper structurants pour notre vie quotidienne. Le risque, c'est plus une valeur qui va être transversale et qui est liée à une époque, à un moment donné et qui sera réinterprétée de toute manière, à la fois d'un point de vue technologique comme du point de vue de l'usager
final. Mais ce qui va impacter, ça va être cette fameuse morphologie, cette croyance. D'accord. C'est intéressant parce que assez étrangement, le parallèle avec jouer avec le feu, enfin, quand on a commencé à maîtriser le feu il y a plusieurs millions d'années, je pense pas qu'on se posait autant la question du risque. Après, bon, on l'a vu, il y a eu d'autres problèmes. Merci, merci, merci. Poursuivons, poursuivons. C'est passionnant. Euh, donc, dites-nous plus. Enfin, comment adresser ces problématiques-là? Parce que la question, c'est ça, c'est est-ce qu'un jour, on va avoir vraiment une pleine capacité à se dire l'être humain va accepter les systèmes autonomes ou inversement? On est dans une telle symbiose, c'est le véhicule autonome qui va lui décider d'accepter un être humain à bord ou pas. Comment on fait? Bah, après, il y a un petit peu tous ces scénarios qui sont possibles. Mais l'idée, c'est de se dire, entre 2 ou 3 scénarios extrêmes, comment on les met en scène dans des mondes qui vont être anthropologiquement viables pour pouvoir avoir une autre vision de la réalité et en fait et des problématiques tant techniques que pour le coup anthropologie. Et du coup, avec l'ethnofiction, on va avoir une méthode assez itérative où si on est sur ce sujet de la mobilité autonome, on va se poser en fait un certain nombre de questions qui vont être le point de départ de notre réflexion et qui ensuite vont être construits autour de cette méthodologie que vous voyez à l'écran où au final, en fait, on va céder, on va avoir certaines stratégies qui vont nous forcer à aller voir l'irréel, à aller voir la fiction, à aller voir à se D'accord. mettre des contraintes qui paraissent parfois complètement folles par rapport à un projet très sérieux qui travaille sur la mobilité autonome, mais qui au final sont nécessaires pour pouvoir apporter des solutions qui vont être différenciantes. Donc les questions qu'on va se poser tout au long, ça va être par exemple, bon, bah, si on imagine que les véhicules autonomes sont devenus la norme, si je peux habiter à Paris, vivre à Marseille, si on vivait sur nos lieux de travail, si les autoroutes étaient des tapis roulants. Énormément de questions, des plus pragmatiques, des plus proches de nous, aux plus farfelues, pour essayer de commencer à construire cette réflexion. Et là où je risque de faire bondir devant leur écran les personnes qui nous écoutent et qui sont spécialistes, experts de la technique, des risques par rapport aux dispositifs qu'on va proposer, et ben avec l'anthropologie, en fait, on prend un parti pris inverse et on se dit, bon, bah, de toute façon, un anthropologue ne pourra jamais vous prototyper un véhicule autonome et s'il vous le dit, je vous le dis, ne le croyez pas. Nous, en fait, on va se focaliser et on va centrer notre attention sur ce qu'on connaît, ce qui est l'humain et notamment le corps, et on va l'utiliser comme référent. Et à partir de cet individu, de l'homme, on va identifier deux axes très clivants, celui de la mobilité et celui de l'immobilité, où on va partir d'un parti pris très simple, qu'on peut avoir à la fois des déplacements physiques et des déplacements mentaux. Et dans un premier temps, sur notre réflexion, on va ne s'interdire aucune porte de réflexion, comme vous pouvez le voir à L'état l'écran, de et on coma, va ça fait essayer. peur, ça fait peur. Oui, mais il se passe des choses quand on est, quand on est dans le coma, et Ouais. effectivement, quelles sont les réalités et comment peut-être que penser le déplacement et le déplacement de manière autonome dans le futur, et ben, c'est pas forcément avec un véhicule. Et en fait, déplacer notre regard et ce prisme-là, ça nous amène vers des imaginaires, vers des solutions, vers des expériences où la technologie ne va pas être une fin en soi, mais un moyen d'atteindre cet objectif ou cette expérience. Alors, une question pour vous aussi, parce que téléportation, bon, les gens à peu près de ma génération, on a adoré les téléportations, Star Trek et ainsi de suite. On s'est tous un peu téléportés, on se téléporte actuellement parce qu'on est en plein Zoom. Est-ce qu'on va arriver vraiment un jour à avoir ce croisement déplacement mental, déplacement physique? Est-ce qu'il y a une phase où on va se dire, bon, ben voilà, on est bien centré sur le corps humain et on le garde en référent. Jusqu'à maintenant, en perception, on a quand même eu beaucoup de réflexions sur le déplacement physique, le déplacement mental. Est-ce qu'il est, et comment est-ce qu'il est adressé justement autour du véhicule autonome? Alors, le déplacement mental, en fait, il est déjà là. Il est déjà là dans plein de cultures qui sont un peu plus traditionnelles que les nôtres, avec d'autres croyances, mais également dans tout ce qu'on va appeler la digitalisation des modes de vie dont je vous parlais en introduction. Et à ces niveaux de réalité différents entre la vie physique, la vie digitale et la vie virtuelle. Et effectivement, quand on se téléporte ensemble sur un webinar Zoom ou qu'on est dans un métaverse ou dans Fortnite et qu'on a des véhicules et qu'on a un imaginaire, au final, en fait, on a une potentialité de faire et de réalité qui devient
presque déjà infini et on en est un petit peu au degré zéro. Donc si on se projette dans un avenir à moyen ou à long terme, on peut imaginer qu'on va avoir une hybridation encore plus forte et notamment pendant le temps qui va être dévolu au transport. Et si l'individu ne conduit plus, ça va être libéré pour faire autre chose et on aura peut-être même une superposition du déplacement physique avec le déplacement mental qui va participer à enchevêtrer un petit peu plus toutes ces réalités qui peuplent notre quotidien. Énormément de critères à prendre en compte en fait en complément. C'est vrai qu'au fur et à mesure des développements technologiques, il y a peut-être certaines choses qu'on a oubliées ou en fait on n'avait pas pris conscience qu'il fallait les adresser. D'accord, merci. Mais on va continuer, hein. Je vois le temps qui passe et que vous avez une réunion derrière aussi. Hop. Donc, pour vous rendre un petit peu plus concret tout ça, parce que c'est bien quand on parle de véhicules autonomes de mettre le corps comme référent, mais en fait, comme je vous l'ai présenté très succinctement dans la méthodologie, on va avoir plein de cartes, des contraintes, des cadres, des contextes qui vont nous permettre d'avoir une première manière de se projeter dans ces univers pour pouvoir adresser une expérience et ensuite, dans un second temps, et ça c'est un petit peu déstabilisant, réfléchir aux potentialités techniques pour pouvoir les mettre en œuvre. Donc là, je vous ai mis quelques exemples comme les villes-bureaux, l'hypervitesse, la légitimité de se déplacer. Donc, on revient à nos fameux quatre invariants qu'on avait abordés précédemment. Et même, vous voyez, Emmanuel, quand on parlait de dimension écologique, le plan de dépollution qui est également à prendre en considération quand on imagine ces futurs-là à travers ces scénarios. En termes d'horizon, vous disiez, là, on voit apparaître à l'écran occurrence 2045, 2060, les Oui, choses vont très très vite. Plan de dépollution tout à l'heure, bon, on parlait de l'événement climatique, ça s'est déjà produit hein, d'avoir du gel au bien mois sûr. d'avril. Ça va aller plus vite? Enfin, est-ce que, par exemple, la crise va modérer un petit peu certains de ces éléments en termes de réflexion et d'impact d'évolution humaine anthropologique? Le plan de dépollution, ça semble être l'urgence climatique immédiate. Hyper vitesse, on a plein d'acteurs qui travaillent dessus. Ville-bureau, Mhm. ben, on entendait encore récemment, oui, on peut recruter plein de gens plus facilement maintenant grâce au télétravail. Pour vous, de ces quatre éléments, qu'est-ce qui va arriver peut-être plus rapidement que ce qu'on imagine aujourd'hui? Alors, j'ai envie de vous dire que ces 4 éléments, si on les a choisis, c'est qu'ils sont déjà dans notre quotidien, mais ils sont au Donc, stade déjà de là, l'expérimentation. Ils sont traités de manière, ils sont adressés d'une certaine manière qui ne bousculent pas pour le moment notre réalité. Nous, si on se projette à la moitié du 21e siècle, c'est pour se forcer à aller voir plus loin. Et l'idée, c'est de se dire qu'effectivement, tout est déjà là, mais par contre, tous les changements, les transitions se font sur des temps un petit peu plus longs. Et en fait, l'idée, c'est de se dire quand est-ce que va être le point de bascule où, sur nos invariants anthropologiques, on aura vraiment une répercussion et une incidence. J'ai tendance à aller vers la ville-bureau et la légitimité de se déplacer, qui correspondent à ces évolutions de la morphologie sociale, hein, entendu comme d'un point de vue de l'urbanisation, comme des modes de vie, et également la légitimité de se déplacer si la notion de risque est aussi importante, mais également sur toutes les réflexions morales et éthiques qui entourent ce thème précisément, mais de manière plus générale, l'ensemble de la société en cause la consommation responsable, les enjeux ouais. environnementaux, etc. Je pense que c'est ces deux premiers points de vigilance à avoir et qui auront un impact sur la vie quotidienne des usagers. Merci. Donc beaucoup de travail encore pour les législateurs. Super. Allons-y, je vois qu'il me reste à peu près un quart d'heure. Ouais. Alors là, Donc en waouh. fait, là, on va plus loin. Là, je vous ai juste mis quelques exemples parce qu'effectivement, si on a ces quatre scénarios-là, ces quatre contextes, comment on arrive à se mettre encore plus de contraintes pour pouvoir dépasser nos propres biais cognitifs et nos propres croyances en tant qu'experts sur un marché-là. Donc, on va s'intéresser à la fois à différents modes de mobilité, soit qui existent déjà, soit qui sont en expérimentation, soit qui sont complètement fictionnels. Et on va aller voir des dispositifs vraiment intelligents ou mécaniques, mais on va également aller voir des solutions de déplacement mentaux beaucoup plus traditionnelles, avec chaque fois ce garde-fou qui va être l'écologie, la dimension environnementale, parce que l'un Mm. ne va pas sans l'autre. Et comme je vous disais tout à l'heure, on a deux imaginaires principaux, le tout technologique et l'effondrement écologique, et c'est aussi nécessaire et important de proposer des scénarios qui vont dans une accélération de la technologie, mais d'autres où on se dit que si on doit faire différemment et qu'on doit percevoir autrement notre rapport à l'énergie, ben, il faut peut-être aussi
imaginer d'autres dispositifs. Et bien évidemment que l'anthropologie et l'ethnofiction et ces récits fictionnels ne sont pas là pour dire ce qui est bien ou ce qui est mal, pour donner ou imposer une vision du futur, mais donner des axes très différents, très divergents, afin que les acteurs et nos interlocuteurs activent une clé de lecture un petit peu plus émotionnelle et se posent des questions et amènent à se construire, eux, un avenir et une image du futur de ce marché-là en bricolant en fonction des différents scénarios qui généralement amènent des réactions très épidermiques. Oui, mais alors c'est des choses qu'on voit aussi en plein développement, c'est les jumeaux numériques. Le jumeau numérique, là je vois vous nous parlez de réalité virtuelle. Comment est-ce qu'on peut accepter un jumeau numérique qui va nous proposer des scénarios qui auront été précodés? On a tous pour mémoire Microsoft, hein, qui avait Tayo et qui malheureusement avait un biais cognitif malheureux où il allait insulter les gens. Ça reste assez inquiétant quand même. Même si on se dit on a encore plein de critères à prendre en compte, critères anthropologiques pour contribuer à l'acceptabilité des véhicules autonomes. Le jumeau numérique, c'est la grande tendance. Là. On a plein de scénarios imaginables. On va commencer à se mettre des casques autour de la tête. On a vu Nvidia qui disait ah là là, on a maintenant capacité à calculer, à préparer des scénarios qui sont extrêmement réels. En termes, voilà, l'anthropologue, l'expert, professeur, le jumeau numérique appliqué aux véhicules autonomes, acceptable, pas acceptable? Alors, je n'ai pas à répondre hein, sur acceptable, pas acceptable, c'est dans quelles conditions il va être mis en place et comment les contraintes liées à ces fameux invariants vont être prises en considération pour que d'une part, au niveau de l'usager et de l'individu, en fait, on soit davantage sur une expérience qui soit sans couture et au final, toute cette dynamique un peu plus technologique soit en quelque sorte invisible. Et de l'autre côté, j'ai plus envie de vous retourner la question. Dans quel monde avez-vous envie de vivre? Et si ce jumeau numérique vous angoisse, vous fait réagir ou pose question, quels sont les dispositifs, les garde-fous à mettre dès aujourd'hui pour construire peut-être un jumeau numérique, mais qui s'intègre en complément de l'individu et pas dans un rapport de force qui après va nous conduire à de nouveaux imaginaires qui pour le coup sont assez anxiogènes. D'accord, moi je pense que ça fera partie des questions adressées tout à l'heure. Allons-y, allons-y. Il y a encore quelques éléments aussi à voir avec vous. Oh là, alors là, c'est assez spécifique. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vais vous présenter le monde de la génératrice. Donc, le monde de la génératrice, c'est une réflexion qui est née dans le cadre de l'APVR, qui est l'atelier prospectif de la vie robomobile hébergé par le ministère de la Transition écologique et des Transports, pour lesquels j'ai travaillé et qui m'ont demandé d'établir plusieurs scénarios en fonction de ces imaginaires dominants sur la robomobilité du futur. Donc là, je vous présente très brièvement celui de la génératrice, qui était l'imaginaire du tout technologique poussé un petit peu à son paroxysme. Et bien évidemment, comme vous l'avez sans doute compris, on avait un autre imaginaire qui était celui du low-tech et d'un rapport à l'environnement et à l'énergie qui était renouvelé. Mais le monde de la génératrice, c'est un monde qui fait réfléchir. La génératrice, c'est quoi? Ça va être une structure haute de plusieurs kilomètres qui constitue le nouveau visage urbain. Donc, vous voyez que là, la morphologie Oui. urbaine et sociale en a pris un coup. En fait, ça va être constitué de grilles entremêlées qui va permettre aux capsules de se déplacer, aux unités de service de s'y connecter. Et en fait, ça va être là que va être rangée en quelque sorte la vie humaine. Et ce qui est assez intéressant avec ce scénario-là, c'est que les révolutions écologiques, en fait, elles n'ont pas suffi à rendre la vie viable après 2050. Donc, vous voyez qu'on se projette déjà assez loin et qu'il a fallu des mesures gouvernementales fortes afin d'imposer un changement radical de mode de vie. Et dans ce scénario, dès 2076, le gouvernement a fait le choix de pousser cette accélération à son paroxysme pour pouvoir survivre. Wow. Désormais, le logement devient notre seul espace de vie. Nous ne pouvons plus en sortir. Et là, vous le voyez à l'écran, le fameux logement. Plus question de domicile fixe, les individus vivent dans des capsules avec le strict minimum. L'énergie produite par leur mouvement incessant est devenue une ressource d'énergie verte, telle de nouvelles éoliennes. On est passé d'une société où l'on rêve de mobilité à un monde où l'on rêve de pouvoir enfin s'arrêter. Tout s'articule désormais au sein de la génératrice. Et dans ce nouveau schéma urbain, ça permet une accumulation verticale sans précédent et de dégager donc du terrain au sol pour nourrir toute la population mondiale. L'énergie
Elle va être générée par le déplacement des capsules qui permet de charger les machines qui s'occupent de l'agriculture et des récoltes au sol pardon, afin d'alimenter la génératrice et de pouvoir nourrir les humains. Donc, comme vous l'avez compris, la mobilité s'est totalement transformée. Au lieu de se déplacer pour tout, ce sont les choses qui viennent à nous. Si on a besoin d'une capsule pour travailler, pour se nourrir, c'est la capsule qui vient se greffer à nous. Et pourquoi je vous présente ce scénario en quelques minutes? Parce qu'en fait, il y a différents axes de réflexion qui me semblaient primordiaux pour pouvoir interpréter en fait ces questions et cet impact sur le futur de nos fameux invariants anthropologiques. Premièrement, comme vous l'avez compris, c'est le rapport à l'espace entre un mode de vie ultra sédentaire et même carrément nomade, si ce n'est dans les mondes virtuels, et ça existe déjà un petit peu aujourd'hui, et notamment depuis quelques mois. On a plein de nouveaux services et de manières de faire qui viennent à nous de manière digitale ou virtuelle. Les jeux Deuxièmement, vidéo c'est aussi, le oui, bien sûr. rapport à la liberté. Ouais, c'est le rapport à la liberté, notamment au risque, dont je vous parlais tout à l'heure. Et en ce sens, la génératrice, elle va voir les libertés individuelles diminuer pour le bien collectif, mettant à mal la notion de vivre ensemble, pourtant si importante et si chère à notre espèce. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça amène vers un autre modèle de société où on va fonctionner suivant un principe similaire de celui d'une ruche, où chaque abeille est dépendante de l'autre pour la survie de la colonie. Et ça permet de réfléchir à l'avenir de notre humanité d'une autre manière. Et enfin, troisièmement, c'est comment on arrive à assurer une continuité de nos identités individuelles comme collectives dans un monde qui se virtualise, où le contact vise également à diminuer et où effectivement, en fait, on est dans un moyen de déplacement permanent. Et comme vous le voyez, on a traité plus en détail 4 invariants qui nous semblaient structurants, mais on en a 10, et ces 10 invariants, je vous les rappelle: les rites ordinaires, le small talk, le risque, bien évidemment, l'alliance, la cérémonie, toutes les notions d'échange avec le don et le contre-don, l'honneur, la morphologie sociale, l'environnement et les croyances. Et vous voyez que si on se projette dans un monde de l'ultra-mobilité avec ces unités minimum d'habitation, et ben en fait, c'est ces 10 invariants qui volent en éclats, mais qui D'accord. paradoxalement se sont réadaptés, réappropriés et ont permis, dans cet univers-là, d'avoir une vie en société possible pour la survie de l'espèce. Phénoménal. Alors, ben, on va peut-être revenir rapidement là parce qu'on a appris vraiment, mais appris énormément de choses. On va peut-être lancer un dernier sondage justement sur les 10 invariants parce que là, on l'a vu, hein, bon, 4 invariants dans un premier temps, on est à 10. La question pour nos auditeurs ici, c'est, alors voilà, si on commence à ouvrir d'autres critères anthropologiques avec les 6 autres nouveaux invariants, selon vous, lesquels sont les critères les plus impactants pour la réalisation des véhicules autonomes? Les rites ordinaires, vous nous en avez parlé, on a maintenant les définitions. Le small talk, c'est des conversations informelles, c'est on discute au comptoir. Le risque, on l'a vu, ça c'est la préoccupation majeure, et puis vous le disiez, on a un contexte actuel. L'alliance, c'est assez intéressant aussi, on n'en a pas parlé précédemment. La cérémonie, c'est un sujet qui préoccupe globalement assez peu. Problématique le don, le contre-don, l'honneur, je vous laisse regarder les autres, on se donne quelques minutes pour poursuivre, et puis après ça, on rentrera dans... il va nous rester 5 minutes pour les questions-réponses. Encore une fois, pour les auditeurs, soyez rassurés, hein, les questions non répondues seront adressées par la suite. Alors, 16 votants, c'est un peu plus compliqué là, parce qu'il y en a plus, hein, du coup, des invariants. Là, Fanny, vous nous avez rajouté quand même pas mal de critères qui complexifient les choses. Sinon, c'est trop simple, et puis c'est un sujet compliqué. Donc, Ah, c'est vrai que ça nous amène à penser quand même énormément, un peu différemment, parce qu'on est dans un univers, bon, à la fois en France, hein, qui est quand même un univers d'ingénieurs, on conçoit des choses bien, on est très très bon dans les systèmes de transport. Les Américains nous amènent beaucoup à penser au fameux user-centric, et vous le disiez aussi, je pense qu'il y a une approche qui est très importante culturellement parlant, où l'Asie a une approche qui est très très différente, pas uniquement en termes de réglementation et d'adoption de l'innovation. On le voit sur le véhicule autonome. Nous, dans nos recherches, on l'a vu. Les Chinois, par exemple, réagissent complètement différemment à l'acceptabilité véhicule autonome. C'est complètement. Ça nous a beaucoup surpris aussi. On verra ça un peu plus tard aussi, d'accord. Alors, on est à 62% de votants. Bah oui, là, c'est vrai que vous nous avez mis la barre super haut là, hein. Le maximum de votants. L'objectif, c'est aussi de sensibiliser, bien sûr, hein, les spectateurs sur ce qui nous attend. au-delà de ce qui nous attend, sur effectivement les caractéristiques à prendre en considération, parce que plus on les anticipe,
plus c'est aussi simple de concevoir des expériences qui s'intègrent durablement dans la vie des individus, quelles que soient les sociétés, que ce soit en Occident ou hors Occident. D'accord. Ça prend un peu plus de temps, hein, c'est normal là pour passer de 4 à 10, ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'invariants. Et c'est terrible de se dire que ce sont des invariants qui sont maintenant en fait ancrés dans la réflexion anthropologique sur tout ce qui est innovation. Ah bah, bien évidemment, parce que, quelle que soit la culture, quel que soit le phénomène social, que l'on étudie, en fait, ces 10 invariants sont structurants dans la vie d'un individu et dans son groupe social. Donc, quand on va intégrer de nouvelles technologies, de nouvelles manières, de vivre, en fait, il faut avoir conscience qu'on va bousculer l'ordre établi et la relation que l'individu va avoir à son environnement et à la vie et il faut anticiper, ces réactions-là parce qu'après, dans le processus de diffusion et d'innovation, parfois, on ne comprend pas toujours pourquoi Ouais. on a des réticences ou pourquoi on a des technologies qui sont très bien, mais qui ne sont pas acceptées et adoptées. Et ben, ces invariants, c'est une manière d'avoir des garde-fous un petit peu tout au long des projets en se disant, bah oui, mais si on se projette un petit peu plus loin, qu'est-ce que ça veut dire pour les individus sur la notion d'alliance, sur comment ils vont continuer à être une espèce sociale, etc., etc., etc. D'accord. Allez, on va mettre fin au vote, on va regarder les résultats. Alors, les résultats, c'est le risque hein, quand même qui ressort beaucoup. On voit apparaître oui, les rites ordinaires, ça c'est assez intéressant quand même, hein. Le don et le contre-don, rien sur la cérémonie. Absolument rien Mm. sur la cérémonie. Comment est-ce qu'on présente un véhicule autonome dans le futur? Comment est-ce qu'on met ça dans un cadre d'évolution humaine? Bah, après, peut-être, quand, on a notre première voiture à 18 ans, ou quand on passe le permis, ce sont quand même des rituels qui sont assez forts dans la construction, de l'identité de l'individu, mais également de sa place dans la société. Ça va engendrer énormément d'évolutions dans sa vie quotidienne. S'il n'y a plus de permis de conduire et si on n'a plus notre première voiture quand on est en âge de conduire, Oui, et ben, comment on va créer de nouvelles cérémonies, de nouvelles, heu intronisation de cet individu dans la vie adulte. Et ça, c'est un rite de passage qui n'existera peut-être plus. Donc, on le remplace par quoi et comment on crée de nouveaux rituels qui permettent de l'adhésion et de donner du sens à cette pratique qui, au final, peut être très équitable, mais à l'inverse, peut également mettre de nouvelles tensions en fonction de où on vit, en fonction de notre milieu social, etc. etc. waouh. Super, on va mettre fin à ce partage de sondage et puis on va passer maintenant aux questions-réponses. Merci beaucoup Fanny. Alors, qu'est-ce qu'on a comme questions qui sont arrivées? Une première, pourquoi invariant dans le temps? Parce qu'en fait, alors invariant, hein, ça vient pas de moi, hein, c'est en anthropologie où toutes les études qui ont été, menées, mais également en histoire, en archéologie, dans toutes les branches des sciences humaines, se sont rendus compte que pour que la vie en société soit possible et que les individus s'organisent, entre eux et survivent et se développent, en fait, il y avait, des invariants, il y avait des centres d'intérêt qui permettaient d'organiser, le politique, l'économique, la consommation, l'éducation, les normes sociales, etc. Et qu'au final, quel que soit le nom qu'on leur donne, en anthropologie, c'est invariant, mais ça peut être d'autres mots. En fait, on ne peut pas faire leur impasse parce que ça participe à créer le socle d'une société, de l'identité et de permettre un quotidien qui va être possible, tout D'accord. simplement. D'accord, merci. Alors après, c'est pas tant une question, mais on revient sur le risque, hein. Le risque est indissociable du véhicule autonome, automatique, qui, depuis ses débuts, est présenté comme réduisant les risques dès ses prémices dans les années 20. En termes d'évolution, justement, si vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la perception anthropologique de l'évolution du risque. Alors, un risque, ça va être lié, à la fois à des effets de contexte, dans une culture donnée. Donc en fait, à chaque fois qu'on va avoir, des éléments, des catastrophes ou, des principes de précaution qui vont être mis en place ou des événements qui vont être relayés, par les médias, les individus, vont se réapproprier cette notion, de risque qui va évoluer, au fil du temps et après ce qui va dépendre d'une société, d'une époque à une autre, c'est les causes que l'on va mettre au risque. Est-ce que ça va être la technologie et du coup, par extension, l'entreprise ou l'industrie qui est derrière cette technologie? Est-ce que ça va être lié à des croyances liées au destin, liées à la religion, etc. En fait, ça va plus être le système de justification
qui va varier par rapport au risque. Et d'un point de vue anthropologique, on a un mécanisme très simple qui est celui du bouc émissaire, où quand Ah, ça se passe mal ou quand il y a quelque chose qui se passe mal dans une société, on va identifier un coupable qui va cristalliser le mal et qui va endosser en fait toutes les responsabilités de ce risque-là pour que l'ordre social et la normalité en quelque sorte reviennent. Et ce qui est assez intéressant dans nos sociétés occidentales, c'est qu'effectivement, le véhicule autonome va être perçu comme un risque et ce bouc émissaire, ça va être soit le véhicule, soit l'entreprise qu'il y a derrière. Et l'idée, c'est de se dire, effectivement, si on réduit les risques par rapport à la mise en circulation de ce type de véhicule, comment on crée soit de nouveaux boucs émissaires, soit à l'inverse, une expérience qui permette de rendre acceptable dans une société le risque. Et ce qu'on voit généralement assez classiquement, c'est que pour qu'une société puisse accepter le risque, c'est que le bouc émissaire doit être suffisamment éloigné des dispositifs et de l'écosystème pour pouvoir assurer cette culpabilité collective tout en assurant une poursuite de la vie en société. Et ça, c'est peut-être un des enjeux de se dire effectivement qui c'est qui va assumer ce risque-là et comment on crée de nouvelles croyances par rapport à ça ou comment de nouvelles croyances se créent en réaction à la confrontation des usagers avec ces dispositifs. waouh. Bon. Merci beaucoup pour cette séance de questions-réponses. L'anthropologie, une accélératrice de l'acceptabilité des véhicules autonomes. Bon, bon, c'est lancé dans une réflexion, hein. Les Égyptiens commençaient très tôt à travailler sur des développements technologiques. Ici, c'est est-ce que ouais, le véhicule autonome va être voilà, pris dans les hiéroglyphes du futur. On a encore une dernière question et après ça, on va devoir vous laisser partir. Une dernière question. Le monde globalisé est en super communication. Balaie-t-il les déterminants cérémoniaux ou rituels? Auquel cas, et pour être plus terre à terre, l'Europe peut-elle finir par adopter, après une vague de marketing, un VA né dans un autre contexte, en plus de temps que notre cadre référentiel pourrait le laisser croire? Très complexe, Fanny. Alors ça, alors ça, c'est une question qui est pas sympa, hein, un peu plus de 18 heures. Non, en fait, ce qu'on peut se dire, c'est qu'effectivement, on est dans un monde qui est globalisé, on est dans ce monde de l'hypervitesse, que ce soit par les informations, par les images, par notre manière d'habiter le monde. Ça, c'est quelque chose qui est inévitable. Par contre, la question qu'on peut se poser, c'est quelles vont être les directives euh, européennes, asiatiques, américaines qui vont avoir un impact sur la manière de se déployer de ces dispositifs-là. Aujourd'hui, l'individu, il est en prise avec énormément de paradoxes. D'un côté, il a des imaginaires qui sont anxiogènes sur la VA, mais sur le futur de manière plus générale. Mais d'un autre, en fait, il se projette beaucoup plus facilement dans un monde de la démesure technologique. Et pour lui, c'est la suite logique. Donc, D'accord. et ça, on a des imaginaires qui sont relativement similaires à travers le monde. Donc après, je pense que c'est plus de la réglementation et des choix politiques ou industriels qui vont avoir une incidence, mais nos imaginaires, nos visions du monde sont quand même relativement similaires à travers le monde, que ce soit bien ou mal, mais Ouais. je vois pas forcément de différence en fonction des territoires au niveau de l'acceptabilité des individus. D'accord. Fanny, merci beaucoup. Je sais que vous devez filer. Merci à vous. Merci à tous. Si vous restez intéressés sur ces problématiques d'acceptabilité en lien avec les systèmes émergents et non conventionnels, plein de canaux de contact. Dans un premier temps, un bref questionnaire et vous aurez la suite derrière. N'hésitez pas à échanger. L'idée, c'est qu'on crée une communauté encore plus forte pour aller plus loin sur ces réflexions de systèmes émergents et non conventionnels. Vous pouvez nous retrouver sur Internet. Présentation disponible, oui, sur demande. Certains éléments seront coupés, entre guillemets, au montage aussi. Et puis le replay sera disponible. Le replay de l'épisode 1 est déjà disponible sur YouTube. N'hésitez pas à le regarder, c'était assez intéressant. Merci encore à tous. Fanny, mille merci. Formidable, ça nous a Merci. fait plaisir de pouvoir bénéficier de vos enseignements. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.